Bonjour à tous, voici le cours du chapitre P5 sur le mouvement dans un champ uniforme. Et on commence par le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, petit rappel, le champ de pesanteur que l'on appelle petit g agit sur des masses qui sont placées à proximité de la Terre. Un objet de masse m qui sera placé dans le champ de pesanteur petit g va subir alors une force que l'on appelle le poids et qui s'écrit grand P égale m fois g. Vecteur poids égale m fois vecteur champ de pesanteur petit g. Alors, puisque petit m est une grandeur, est une constante déjà et positive, et bien déjà, on peut dire que le vecteur poids et le vecteur g seront collinéaires et de même sens. Localement, on dit que le champ de pesanteur est uniforme, à condition que l'on travaille sur un volume pas très important, enfin ça peut quand même être de quelques kilomètres carrés. Et lorsque le champ est uniforme, et bien en fait la grandeur associée, donc ici g est constante en tout point, et donc si on représente différents vecteurs g dans un espace, et bien ces vecteurs auront tous même direction, même sens et même norme. C'est parce qu'ils auront tous la même chose ici qu'on pourra dire alors que le champ est uniforme. Donc reprenons cette situation et donnons les caractéristiques du champ de pesanteur petit g. Eh bien, sa direction sera toujours verticale, dirigée vers le bas, et la norme vaudra 9,81, enfin c'est une moyenne en fait, newton par kilogramme. Attention, l'unité peut être aussi des mètres par seconde carrée, puisque on va voir qu'en fait l'expression de g a la même unité qu'une accélération, donc en mètres par seconde carrée. Donc vous pouvez voir les deux unités, ce n'est pas un problème. Voici donc les caractéristiques du champ G qui seront toujours comme ceci. Alors, si on a un système étudié qui est modélisé par son centre de masse que je peux appeler grand M par exemple, attention, des fois dans les exercices, ce centre de masse, qui est le centre de gravité, on vous l'appelle des fois grand G, des fois P, enfin, bon, vous verrez bien dans l'énoncé, et qui a une masse petit n, eh bien, la plupart du temps, on travaillera dans le référentiel terrestre que l'on considérera comme galiléen le temps du mouvement de ce système. En général, c'est quelques secondes, donc on peut considérer que le référentiel terrestre est galiléen. Et enfin, puisqu'il évoluera dans un volume pas très important, eh bien on pourra considérer que lors de son déplacement, il évoluera dans un champ de pesanteur uniforme. Prenons par exemple cette situation. Alors on vous dit, on considère un projectile de masse petit m évoluant dans un champ de pesanteur uniforme. Et le champ, on vous l'a représenté ici. Il est lancé à la date t égale à 0 d'une position O qui est donc ici, origine du repère OX, Y, Z. Donc vous voyez ici les trois axes, donc OX, OY et OZ. Le vecteur vitesse initiale, V0, fait un angle alpha avec l'horizontale. Et en fait, là c'est vrai que c'est pas bien dit, mais V0 se trouve dans le plan OXY. On se place dans un référentiel terrestre supposé galiléen et on négligera l'action de l'air. Alors, la première chose à faire, c'est, une fois qu'on a cité le système étudié et le référentiel, c'est de décrire les conditions initiales. Pour cela, on va écrire les coordonnées des vecteurs position et du vecteur vitesse. Alors, par exemple ici, ce point M qui va faire cette trajectoire-là, eh bien, au départ, à t égale à 0, on vous le dit, il se situe à l'origine du repère. Donc, on va écrire les coordonnées du point M au temps t égale à 0. C'est pour ça que je l'ai appelé OM au temps t M0 ici, pour dire au temps t égale à 0. Et donc, ces coordonnées que je vais appeler x0, y0, z0, eh bien, je vais les donner. Or, il se trouve que ce point M, non noté ici le point M, et on vous dit qu'il est là, eh bien, quelles sont les coordonnées de ce point à cet endroit? Ben, vous voyez bien que comme il est au centre du repère, eh bien, toutes ces coordonnées sont nulles. Bien.
Ensuite, on va faire la même chose pour les coordonnées du vecteur vitesse initiale V0. Donc V0, on vous le décrit ici. Il se trouve dans ce plan-là. Et donc, on va donner les coordonnées V0x, V0y et V0z. Pour trouver V0x, par exemple, donc c'est la coordonnée de ce vecteur selon l'axe x. Pour cela, on fait un projeté orthogonal de ce vecteur sur l'axe OX. Et là, eh bien, j'ai la valeur de V0x. Donc, il suffit de lire cette valeur-là pour déterminer VOX. Si vous regardez bien dans ce triangle rectangle, vous connaissez l'hypoténuse, dont la valeur fait V0. Vous connaissez cet angle, et nous, on veut la valeur de ce côté-là. Donc, eh bien, cosinus alpha, qui est égal au côté adjacent sur hypoténuse, devient cosinus alpha égale V0x sur V0. Donc, V0x égale V0 cos alpha. On va faire la même chose maintenant pour la coordonnée V0y. Donc là encore, pour trouver cette coordonnée, je fais un projeté orthogonal sur l'axe cette fois-ci des y. Et donc ici, j'ai la valeur V0y, c'est-à-dire qu'il faut que je lise cette valeur-là. Or, cette valeur-là, je la retrouve aussi ici. Donc, c'est plus facile parce que je vois ici le triangle rectangle avec ce côté-là étant le côté opposé à l'angle et j'ai l'hypoténuse. Donc, ici, avec ce côté-là qui est le côté opposé à cet angle alpha, eh bien, je vais utiliser le sinus. En effet, sinus alpha est égal à côté opposé, donc lui, ce que je recherche, sur l'hypoténuse V0. Du coup, V0y égale V0 sinus alpha. Et enfin, le projeté orthogonal donc, de ce vecteur sur l'axe OZ est nul puisque V0 est dans le plan OXY, donc il n'a pas de coordonnées selon Z. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on passe à la deuxième loi de Newton. Donc, vous vous rappelez, la deuxième loi de Newton, c'est somme des forces extérieures est égale à la masse du corps que l'on étudie fois son accélération. Donc, on va devoir faire ici un bilan des forces extérieures. Alors, le bilan des forces extérieures, il est simple, il n'y a que le poids. Donc, P est égal à M fois G. On n'oublie pas de l'écrire sous sa forme vectorielle parce que les autres forces sont négligées. On avait dit dans le texte qu'on négligeait les forces de frottement. Donc, il n'y a pas d'autres forces extérieures qui s'appliquent ici au mouvement. Attention, il ne faut pas dire le lancer, parce que le lancer, en fait, nous, ce que l'on va étudier, c'est le mouvement du point M au cours de son déplacement, mais lorsqu'il n'est en contact avec rien. Or, initialement, on lui communique une vitesse initiale, c'est tout ce que l'on sait. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a une autre force. Alors, maintenant, on applique la seconde loi Newton. Donc, retenez bien, hein, toujours le bilan des forces extérieures, puis la seconde loi de Newton que l'on écrit dans son intégralité, et on remplace ensuite par les différentes forces qui interviennent. Donc ici, il n'y en a qu'une. Donc à la place de somme des forces extérieures, j'écris que le poids est égal à m fois vecteur accélération. Or, le poids, ça s'écrit aussi m fois g. Donc j'ai m vecteur g est égal à m fois vecteur a. Je vois aisément que je peux simplifier ces deux expressions par la masse. Et donc, il ne me reste plus que l'accélération est égale au champ de pesanteur. Donc, voilà pourquoi, au niveau des unités, on peut considérer que des newtons par kilogramme sont aussi des mètres par seconde carré. Donc, une fois que l'on a fait ça, eh bien, on va écrire les coordonnées de l'accélération. Mais pour trouver les coordonnées de l'accélération, je vais écrire les coordonnées de g, puisqu'elles sont égales. Donc, ici, les coordonnées de g. Eh bien, là encore, j'ai un vecteur. Eh bien, je vais faire le projeté orthogonal sur les différents axes. Donc, ici, si je mets G ici, eh bien, son projeté orthogonal est nul. Donc, Gx est égal à 0. Gy, par contre, si je place G ici,
en ce point 0, eh bien, il atterrit par ici. Donc, ça veut dire que la valeur fait moins g. Et enfin, le projeté orthogonal sur z est nul, puisque g n'appartient pas, donc n'a pas de coordonnées pardon, selon OZ, puisqu'il lui est perpendiculaire. Donc, une fois que j'ai écrit ça, eh bien, je peux trouver maintenant les coordonnées de l'accélération. En effet, elles sont égales, donc ici, je vais avoir AX est égal, on a dit A0, parce que AX égale GX, AY va être égal à GY, et AZ va être égal à GZ. Donc, je ne fais que reporter les valeurs que j'avais ici, des coordonnées de petit g. Donc maintenant, je connais le vecteur, les coordonnées du vecteur accélération. Alors pourquoi c'est important? Parce que je vais pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur vitesse. En effet, je sais que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, eh bien, ces coordonnées seront les primitives des coordonnées du vecteur accélération. Les primitives, c'est le contraire donc de la dérivée. Et donc les constantes d'intégration vont dépendre des conditions initiales, c'est-à-dire des coordonnées du vecteur vitesse initiale V0. Alors faisons-le ensemble. Donc, je reporte ici les coordonnées du vecteur accélération. Je vais trouver les primitives de ces coordonnées qui vont être donc les coordonnées du vecteur vitesse V. En effet, le vecteur vitesse V, lorsque j'aurai ces coordonnées, si je les dérive, eh bien, je dois retrouver les coordonnées de l'accélération. Parce que en allant comme ça, on cherche les primitives, mais pour passer de V à A, eh bien là, je fais la dérivée. C'est la dérivée de V qui me donne A. Donc, en effet, alors j'aurai Vx, Vy, Vz. Vx, je dois dériver ce que je dois écrire ici. Si je le dérive par rapport au temps, n'oubliez pas que c'est le temps qui est la variable. Si je le dérive par rapport au temps, eh bien je dois trouver 0. Donc c'est une constante que je vais appeler K1. Pour ici, Vy, Vy, quand je vais le dériver, je dois trouver moins g. Donc ici, c'est moins g fois t. Quand je vais dériver moins g fois t, ben, je vais retrouver moins g. Mais effectivement, plus une constante également, puisque quand je vais dériver cette constante par rapport au temps, ben, la dérivée d'une constante, vous savez que c'est nul. Donc je vais bien retrouver, si je dérive ça par rapport au temps, je vais bien retrouver moins g. Et je vais faire pareil pour Vy. Eh bien, puisque j'ai 0 ici, ça veut dire que Vy est une constante que je vais appeler K3. Alors maintenant, que vaut ces constantes K1, K2, K3? Alors là, c'est très simple. Il faut revenir aux conditions initiales sur la vitesse V0. Parce que ces valeurs-là doivent être valables tout le temps, quel que soit le moment, dont le moment aussi AT est égal à 0. Donc, AT est égal à 0, qu'est-ce que je peux écrire? Bien, je peux écrire que Vx sera égal à V0x, Vy sera égal à V0y et Vz sera égal à V0z. Donc, cela implique que Vx et K1 sera égal à ça. Ici, pour Vy qui sera égal à V0y, au temps t égale à 0, attention, je remplace le temps t par 0. Donc, ça me fait moins g fois 0 plus K2 qui sera égal à V0y. Donc, c'est-à-dire V0 sinus alpha. Et enfin, pour Vz, eh bien, Vz est égal à V0z, comme tout est nul, eh bien, K3 sera nul également. Donc, maintenant, je peux l'écrire un petit peu plus précisément, et je vais l'écrire comme ceci, en remplaçant les valeurs de K1, K2 et K3 par ce que j'ai trouvé, et donc, voici ce que l'on obtient. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir maintenant passer au vecteur position. Là encore, je sais que la vitesse est la dérivée du vecteur position. Donc, pour trouver les coordonnées du vecteur position, il va falloir que je trouve les primitives de V. Donc, les coordonnées du vecteur position sont les primitives des coordonnées du vecteur vitesse. Et à nouveau, je vais avoir des constantes qui vont apparaître, qui dépendront des conditions initiales. Ici, donc, les conditions initiales sur le vecteur position. Donc, on y va. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Coordonnées donc du vecteur accélération par primitive
coordonnées du vecteur vitesse et à nouveau, je vais chercher les primitives de ces coordonnées-là pour trouver les coordonnées du vecteur position. Donc on y va. Donc je vais les appeler x, y, z. Et quand je vais les dériver, je dois trouver ceci pour la première coordonnée. Donc c'est une constante en fait. Hein. Donc une constante, je vais la multiplier par t, puis je vais rajouter une constante. Donc ici, je reprends ce terme-là, multiplié par t, et je rajoute une constante. Pour celui-ci maintenant, alors attention, là j'ai déjà une variable. Donc ce que je vais écrire ici, il faut que lorsque je vais le dériver par rapport au temps, je retrouve ceci. Donc ici, il va falloir que j'ai un t au carré, mais attention, quand je vais le dériver, ça me fera 2 moins 2gt, donc il va falloir ici que je fasse 1/2 pour retrouver sur cette partie-là, voilà, plus, attention, là j'ai une constante, donc ici je vais la multiplier par t, et plus, eh bien, une constante ici, puisque quand je vais la dériver, celle-ci sera, par rapport au temps, je vais avoir quelque chose de nul. Donc, voici la primitive de cette expression-là. Et donc, si je dérive cette expression-là par rapport au temps, n'oubliez pas, il n'y a que le temps qui est variable. Tout le reste, là, c'est un petit peu lourd au niveau de l'écriture, mais 1/2 de g, v0 sinus alpha, tout ça, ce sont des constantes, en fait. Hein, il n'y a que le temps qui varie. Eh bien, je retombe là-dessus. Et puis, je vais faire pareil pour Vz. Là, puisque c'est égal à 0, ça veut dire qu'ici, j'ai une constante que je vais appeler, par exemple, C3. Donc, à nouveau, il va falloir que je détermine ces trois constantes, C1, C2 et C3. Et pour cela, eh bien, j'utilise les coordonnées initiales du vecteur position. À t égale à 0, donc je vais remplacer t égale à 0 là, là et là. Et donc, évidemment, tout ce terme-là va s'annuler. Il me restera x est égal à c1 et ça sera égal à x0. Donc 0. Donc, ça veut dire que c1 est nul. Je fais la même chose ici. Je vais remplacer le temps par 0. Donc, ici, puis si je remplace par 0, ça me fait 0 ici, 0 ici. Il me reste y qui est égal à C2 et ça doit être égal à y0. Donc, C2 est nul. Et pareil, pour la coordonnée z, et je trouve C3 est égal à 0. Du coup, je peux simplifier mon expression du vecteur position qui devient ceci. Alors, une fois que vous avez fait ce travail, donc ça sera toujours dans ce même sens. Il va falloir que vous l'appreniez par cœur. On définit le système, on définit le référentiel, on fait le bilan des forces, puis la seconde loi de Newton. On trouve les coordonnées des conditions initiales aussi bien pour la position que pour la vitesse. De la même façon, on trouve les coordonnées du vecteur G. Et ensuite, les coordonnées de A, on les en déduit en faisant la seconde loi de Newton. En trouvant les primitives, on trouve les coordonnées de V. À nouveau, on en cherche les primitives, on trouve les coordonnées, donc ici, du vecteur position. Une fois que vous avez fait ce travail-là, eh bien déjà, on s'aperçoit que le mouvement est plan. Pourquoi? Parce que le mouvement ne se fait que selon deux coordonnées, ici x, y, aussi bien pour la vitesse que pour l'accélération, que pour les positions. Et maintenant, ce qu'on va souvent vous demander, c'est l'équation de la trajectoire. Alors la trajectoire, c'est une équation du style y égale quelque chose en fonction de x. Le temps ne doit plus apparaître. Et donc, pour que le temps n'apparaisse plus, eh bien, à partir des équations horaires de x de t et de y de t que l'on a vu précédemment, on va les combiner afin d'éliminer t. Alors, voici la méthode. Donc, je reprends ici les coordonnées horaires de mon vecteur position. Et je vais m'intéresser à l'expression la plus simple en fonction de t, c'est-à-dire celle-ci. Je vais exprimer t, donc je sors t de cette expression et ça me donne t égale x sur v0 cos alpha. Et cette expression, eh bien, je vais la remplacer dans cette deuxième équation. Toutes les valeurs de t vont être remplacées par ce facteur-là. Donc ça devient y égale moins 1/2 de g fois, donc à la place de t au carré, je mets x sur v0 cos alpha, le tout au carré, je ne l'oublie pas puisque j'ai un carré ici,
plus V0 sinus alpha fois, à nouveau, à la place de t, je remplace par ce terme-là. Alors maintenant, je vais un petit peu simplifier parce que je m'aperçois que là, j'ai un V0 divisé par un V0, donc ça va se simplifier. Et là, j'ai un sinus alpha divisé par un cosinus alpha, ben ça fait tangente alpha. Et donc voici comment je peux écrire l'équation de la trajectoire du point M au cours de son mouvement, y égale tout ce terme-là. Alors attention, ne soyez pas affolés si vous voyez ça, parce que tout ce terme-là ici est une constante, puisque V0 est fixé, alpha est fixé, G est fixé, donc ici tout est fixé. De la même façon, ce terme-là est une constante également. Bref, on a une équation du type y égale ax carré plus bx plus c. Bon, ici c'est nul, mais enfin c'est une équation de ce type-là. Mais ça, c'est l'équation d'une parabole. Donc ça veut dire que le mouvement est bien parabolique. Alors, on va pouvoir aussi parler des aspects énergétiques. Notamment, je vais vous faire quelques rappels parce que ces aspects énergétiques, vous les avez tous vus l'année dernière en première, mais on va en avoir besoin lors de certaines questions pour calculer notamment de façon plus rapide des vitesses par exemple. On verra ça dans des exercices. Alors petit rappel, l'énergie cinétique qu'on appelle EC d'un système, c'est l'énergie du mouvement du système dont l'expression vaut 1/2 de mv carré. Ça, il faut le connaître par cœur, avec m la masse du système, v la vitesse du système, l'énergie en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Pour le travail d'une force constante qui va se déplacer d'un point A vers un point B, ça aussi ce sont des rappels, eh bien le travail d'une force, ce sera le produit scalaire de la force par le déplacement de A vers B, qui s'exprime donc F, la norme de la force multipliée par la distance multipliée par le cosinus alpha entre ces deux vecteurs, avec ici donc les différentes unités. Je vous laisse le lire. Et on va s'intéresser particulièrement au travail du poids, puisque c'est la force qui interviendra dans de nombreux exercices, dont l'exercice là que nous avons vu, l'exercice du cours. Donc, rappelez-vous, le travail du poids, ça il faut le connaître par cœur, entre le point A et le point B, c'est mg fois ZA moins ZB. Attention, c'est pas ZB moins ZA, hein, c'est ZA moins ZB, dans le même sens ici que le point d'arrivée et le point de départ. Z étant l'altitude, en fait. Ce travail, comme tout travail, s'exprime en joules. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de la différence d'altitude, c'est-à-dire que pour aller de A à B, soit on y va en ligne droite, soit on y va par cette courbe, eh bien le travail du poids ne change pas et vaudra, quel que soit le chemin parcouru, vaudra toujours cette même expression. Donc on dit que le poids est une force conservative. Ensuite, on va parler aussi d'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur au voisinage de la Terre eh bien, est liée à l'altitude Z de la position donc, du système par rapport à une altitude de référence. Et on l'exprimera toujours de cette façon-là. Énergie potentielle de pesanteur égale mgz. M, masse du système, G, intensité de pesanteur, Z, altitude donc du système. En joules, le tout en joules, la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme et Z en mètres. Et enfin, le théorème de l'énergie cinétique, alors lui, on va pas mal l'utiliser dans un référentiel galiléen, tel que le référentiel terrestre par exemple. Eh bien, la variation de l'énergie cinétique d'un système de masse petit m entre un point A et un point B sera égale à la somme de tous les travaux des forces extérieures agissant sur le système. Donc on va l'écrire comme ceci. Delta EC, attention, c'est entre un point A et un point B. Un delta, c'est une variation. Une variation en physique, c'est toujours finale moins initiale. Donc si le système se déplace d'un point A à un point B, eh bien ce sera donc énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale égale à la somme de tous les travaux
des forces extérieures appliquées au système entre le point A et le point B. Donc on le verra ça dans un exercice. Petit rappel également sur l'énergie mécanique qui est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Lorsqu'un système est soumis uniquement à des forces conservatives ou à des forces dont le travail est nul, alors dans ce cas, l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que la valeur de l'énergie mécanique est constante pendant tout le déplacement. Et donc, ça veut dire que sa variation est nulle, puisque une variation, c'est finale moins initiale. Donc, si elle est restée constante, eh bien, effectivement, sa variation est nulle. Lorsqu'un système est soumis à des forces conservatives et aussi non conservatives, comme les frottements seront toujours des forces non conservatives, et si ces forces travaillent, eh bien, alors, son énergie mécanique, du coup, ne se conserve pas. Elle chute, c'est-à-dire que vous aurez une énergie mécanique initiale qui sera supérieure à l'énergie mécanique finale. Du coup, la variation, puisque c'est EMB moins EMA, sera négative. Et cette variation, eh bien, en fait, elle est égale au travail des forces non conservatives, c'est-à-dire les forces de frottement, puisque leur travail est toujours négatif. Alors maintenant, de la deuxième partie de ce cours, c'est sur le mouvement dans un champ électrique. Donc un champ électrique, on peut considérer qu'il est localement uniforme lorsque l'on prend un condensateur plan, c'est-à-dire deux plaques ici qui se font face, distantes d'une distance petit d par exemple, et ces plaques ici sont parallèles l'une à l'autre. On appelle ça un condensateur plan. Eh bien, à l'intérieur de ce condensateur va régner un champ électrique que je vais nommer grand E, qui sera toujours dirigé de la plaque contenant les charges positives vers la plaque des charges contenant les charges négatives. Donc voici le schéma d'un condensateur plan. Les caractéristiques, comme je vous l'ai dit, toujours E perpendiculaires aux armatures, donc perpendiculaires aux plaques, et toujours dirigé du plus vers le moins. Ça, il va falloir que vous vous en rappeliez par cœur. Alors, la tension électrique, donc appliquée entre ces deux plaques, distantes de petit d, eh bien, va créer donc ce champ électrique E, tel que E égale ici la tension. Alors attention, j'ai mal écrit, en fait il faudrait rajouter même dans votre cours, c'est la valeur absolue de la tension U, donc entre ces deux plaques, divisée par la distance qui les sépare. Donc même dans votre cours, là vous pouvez rajouter ici valeur absolue de U. Avec les unités suivantes, la tension en volts, la distance en mètres, et le champ s'exprime donc en volts par mètre. Vous mettez sur pause cette vidéo, et vous allez regarder cette vidéo ici, dont je vous mets le lien, et puis vous reprendrez ma vidéo pour la poursuite du cours. Bien, alors maintenant on reprend le cours. Position du problème. Prenons un cas précis que l'on va étudier pour voir un petit peu à quoi ressemble cette étude. Alors, on prend un positon. Alors, je vous rappelle, un positon, c'est l'antiparticule de l'électron, c'est-à-dire que c'est une particule qui aura la même masse que l'électron, mais de charge opposée. Donc ici, une charge positive, une charge plus E. Donc un positon, particule donc de charge plus E et de masse petit m, va pénétrer à l'instant t égale à 0 dans un champ électrique uniforme avec une vitesse initiale V0 qui vous est mentionnée ici. Donc au temps t égale à 0, ma particule, elle est là où il y a le petit point rouge, donc elle est au centre du repère. On assimile la position à un corps ponctuel grand G, donc ici mon positon, on va les appeler les positions, différentes positions, ça sera G, soumis uniquement à la force électrique, et on étudie son mouvement dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Donc on va faire un petit rappel sur les charges électriques tout d'abord, que vous devez connaître par cœur. Si vous avez un électron, sa charge c'est moins E. E ici représente la charge élémentaire,
qui vaut 1,6 10 puissance moins 19 coulombs qui vous sera systématiquement donnée. Vous n'avez pas à la connaître par cœur. Donc l'électron vaut moins E puisqu'il est négatif. Le positon, donc charge opposée, donc plus E. Si vous avez un ion, eh bien en fait c'est le nombre de charges ici multiplié par E. Par exemple Fe3+, ben, ça sera 3E. Cu2+, ça sera 2E, etc. Si vous avez un ion négatif, un anion, ben, c'est la même chose sauf que la charge est négative. Par exemple, si je prends l'ion chlorure, Cl-, ben, ça sera moins E. Mais si je prends par exemple l'ion oxyde O2-, ben, ça sera moins 2E. Voilà. Et enfin la particule alpha, qui se trouve être le noyau de l'hélium, je dis bien le noyau, pas l'atome, donc qui est chargé plus de E, puisque ben, ce noyau ne comporte que 2 protons. Voilà. Et le proton a aussi sa charge, c'est la charge élémentaire E. Donc voici quelques exemples. Alors, comme d'habitude, on fait le bilan des forces. Ici, petit rappel sur ce que c'est que la force électrique. Donc, par définition, vous l'avez vu l'année dernière, F est égal à Q fois E, Q étant la charge. Attention, Q peut être positif ou négatif. Si Q est positif, donc on a une particule chargée positivement, eh bien, du coup, vous voyez que ces deux vecteurs F et E sont collinéaires et de même sens. Par contre, si Q est négatif, comme si c'était un électron par exemple, eh bien j'aurai alors F et E qui seront bien sûr collinéaires, mais de sens opposé. Donc faites attention bien au signe de la charge. La valeur de F, vous prenez la valeur absolue de la charge multipliée par E, avec F en newton, Q en coulomb, et donc E en volts par mètre. Souvent, le poids est négligé devant la force électrique. En effet, on peut le calculer, le poids, mais la valeur de la force est tout à fait négligeable devant celle de la force électrique. Il y a d'ailleurs un exercice que l'on fera où on vous fait calculer justement la valeur de la force électrique et la valeur de la force du poids. Il y a, selon le cas, un rapport qui peut être en 10 puissance 16 par exemple. Donc ça veut dire que la force électrique est 10 puissance 16 fois plus importante que celle du poids. Donc effectivement, on peut le négliger. Alors maintenant, eh bien, nous allons faire exactement le même travail que tout à l'heure, à savoir retrouver les équations horaires du mouvement en appliquant exactement la même méthode que nous avons vue lorsque l'on a étudié un projectile dans un champ de pesanteur. Là, on est dans un champ électrique, mais vous allez voir que la méthode est rigoureusement la même. Donc nous allons ici rechercher les équations horaires du mouvement du positron au cours de son déplacement. C'est-à-dire les équations horaires, je vous rappelle, c'est les équations en fonction du temps. Et pour cela, eh bien, on applique toujours la même méthode. Donc système, le positron, système étudié, le référentiel terrestre considéré comme galiléen, et donc ici, on va faire dans l'ordre bilan des forces, seconde loi Newton, et ensuite on trouve les différentes coordonnées d'abord de l'accélération, puis de la vitesse, puis enfin de la position. Voilà, c'est toujours la même méthode. Donc on y va. Bilan des forces extérieures, et je veux que vous l'écriviez comme cela, donc exactement comme je fais. Bilan des forces extérieures, bon ici il n'y en a qu'une, c'est la force électrique, que vous écrivez toujours sous sa forme vectorielle d'une façon générale, puis vous l'appliquez à la valeur de Q. Donc ici, Q, il est positif et il vaut plus E. Donc, on l'écrit sous cette forme-là. S'il y a d'autres forces, ben, vous les écrivez, mais ici, il n'y en a pas. Donc là, je précise juste que les autres forces sont négligées, mais c'était écrit déjà dans le texte. Donc, il n'y a qu'une seule force. Une fois que vous avez fait ça, deuxième partie, on fait la seconde loi de Newton. Ça aussi, vous l'écrivez exactement comme je vous le montre ici, et vous l'écrivez sous sa forme tout à fait générale, avant de remplacer la somme des forces extérieures par les différentes forces donc, qui interviennent. Donc ici, on a vu qu'il n'y en a qu'une, à savoir la force électrique, qui s'appelle grand F, donc qui vaut F égale ma. Et puis maintenant, je vais remplacer la valeur de F par son expression, ce qui me donne charge multipliée par vecteur E égale ma.
Et donc, je vais exprimer le vecteur accélération, qui vaut donc E sur petit m multiplié par le vecteur E. Puisque E est positif, m est également positif, j'ai donc une accélération qui sera collinéaire et de même sens à E. Donc on aura une accélération qui se fera vers le haut. Donc pour pouvoir écrire les coordonnées de A, j'ai besoin d'avoir les coordonnées de E. Donc je vais trouver ici les coordonnées de E. Alors c'est un mouvement qui est plan, donc on n'a pas mis ici l'axe Z, ça ne sert à rien. De toute façon tout ce qui sera sur la coordonnée Z sera nul. Donc je reste sur mon plan OXY. Et donc, je vais écrire les coordonnées EX et Y. Donc, EX, eh bien, sa coordonnée est nulle selon l'axe X, parce que si je mets ce vecteur en ce point-là, eh bien, la coordonnée de E est sur X est nulle. Par contre, je m'aperçois que la coordonnée de Y, ici, si vous mettez ce vecteur ici en haut, la coordonnée selon Y, elle est ici, donc, et elle vaut plus E. Du coup, les coordonnées de A, que je vais appeler AX, AY, ça sera E sur M fois coordonnées de X, et puis E sur M fois coordonnées de Y pour la coordonnée selon l'axe Y. Donc voici comment ça va s'écrire. À savoir, AX donc est nul, puisque c'est E sur M fois EX, c'est-à-dire 0. Et pour la coordonnée de Y, c'est E sur M fois la coordonnée de Y, c'est-à-dire E. Donc maintenant, j'ai les coordonnées du vecteur accélération. Donc en recherchant les primitives, je vais pouvoir trouver la vitesse. Mais pour cela, avant, ce que je vais faire, c'est donner les conditions initiales, aussi bien sur la position que, parce que j'en aurai besoin de toute façon, que sur la vitesse. Donc là, j'écris les conditions initiales sur la position. Alors je l'ai appelé G parce que dans le texte, initialement, on l'a appelé G. Donc OG0, alors c'est lorsque la particule, elle est ici au temps t est égal à 0. Puisque elle est sur l'origine du repère, eh bien j'aurai x0 et y0 qui seront nuls. Je vais faire la même chose pour V0. Donc essayez tout seul de trouver les coordonnées. N'oubliez pas, vous essayez donc pour la coordonnée selon x, vous faites un projeté orthogonal sur l'axe x. Et pour trouver la coordonnée selon y, vous faites le projeté orthogonal selon y. Attention, vous aurez quelque chose en dessous du 0 là. Mettez sur pause, essayez de les trouver. Et on corrige. Voici ce que l'on trouve. Donc V0 cos alpha. Par contre, pour la position, pour la coordonnée, selon l'axe y, eh bien là, on a une coordonnée qui est négative, qui vaut donc moins V0 sinus alpha. Alors ça, c'est les conditions initiales. Bien. Je reporte ce que j'avais écrit par rapport à l'accélération. Donc, en écrivant que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, eh bien, pour trouver les coordonnées de la vitesse, je vais trouver les primitives des coordonnées de l'accélération. Et donc, voici ce que cela me donne. Alors, essayez de trouver Vx, Vy. Là encore, mettez sur pause. Essayez de me trouver donc les coordonnées Vx et Vy. N'oubliez pas, c'est le temps qui est la variable. Allez, mettez sur pause et on corrige. Donc voilà ce que l'on trouve. Puisque ici j'ai 0, donc quand je vais dériver une constante, je vais trouver 0, donc je vais l'appeler K par exemple, cette constante. Or il va falloir que je trouve cette constante, Vx, puisque c'est égal à une constante, c'est aussi égal à la constante que l'on a lorsqu'il est en position 0. Or en position 0, eh bien cette constante c'est V0x, donc ici ça fait V0 cos alpha. Maintenant Vy. Alors Vy, donc quand je dérive, quand je dérive ceci, je trouve cela, mais attention, je n'oublie pas plus une constante, et cette constante, à nouveau, eh bien, elle est valable tout le temps, c'est-à-dire quand t est égal à 0, eh bien, Vy doit être égal à V0y, puisque c'est valable tout le temps. Et donc, vous voyez que c'est égal à ceci. Donc, en fait, on a Vy qui est égal à donc,
petit e sur m grand E fois t, moins la constante initiale du vecteur vitesse initiale composante selon y. On simplifie l'affaire et voici ce que ça donne. Bien, maintenant, à nouveau, on va trouver les coordonnées du vecteur position, sachant que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc là encore, il va falloir que je trouve les primitives de ces coordonnées pour trouver les coordonnées de OG. Donc là encore, vous mettez sur pause, vous essayez tout seul de retrouver donc les primitives ici. Lorsque vous allez les dériver, vous devez retomber là-dessus. Allez, mettez sur pause et faites-le tout seul. Voici ce que vous obtenez. N'oubliez pas, plus une constante. Or, cette constante, elle est égale à la constante quand au temps t égale à 0. Or, au temps t égale à 0, ben, x0 est égal à 0. Donc, on le réécrira tout à l'heure. Et pareil pour y, on a ceci, plus, attention, ce terme-là, donc moins v fois sinus alpha t, plus à nouveau une constante. Et là encore, cette constante, quand je remplace à t égale à 0, ici, bah, tout ce terme est nul. Et donc, y est égal à y0, ça fait 0. Donc, ça veut dire que ces valeurs ici, si je les remplace, eh bien, j'ai 0 tout simplement. Donc, voilà comment ça s'écrit plus simplement. Alors, une fois que j'ai trouvé... Là, j'ai maintenant les équations horaires de l'accélération, de la vitesse et de mon vecteur position. À partir de là, et donc une fois que j'ai ça, eh bien, comme tout à l'heure, je vais pouvoir déterminer l'équation de la trajectoire de ma particule lorsqu'elle est dans ce condensateur. Donc on y va. L'équation de la trajectoire, je vous rappelle, c'est y en fonction de x. Donc il faut que j'élimine le temps. Pour cela, je prends l'équation la plus simple, j'y extrais le temps, ça me donne ceci. Et ensuite, ce temps-là, cette expression-là, eh bien, je la rebascule dans y, donc dans cette expression-là. Alors j'y vais, voici ce que cela me donne. Bon, je vais simplifier un petit peu, à savoir V0 sur V0, ça se simplifie. Sinus alpha sur cosinus alpha, ça me fait tangente alpha. Donc, je peux l'écrire plus simplement comme ceci. Là encore, je vois que j'ai l'expression d'une parabole parce que tout cela est une constante. La tangente aussi est une constante. Donc, j'ai bien une expression du style y égale ax carré plus bx, b étant négatif, peu importe, mais plus bx. Donc, j'ai bien l'équation d'une parabole. Donc, j'aurai bien un mouvement parabolique. Et puisque la force, elle est vers le haut comme ceci, eh bien, j'aurai quelque chose qui va faire comme ça. Voilà, là encore, on peut parler de l'aspect énergétique en parlant du travail de la force électrique. Alors là aussi, c'est un rappel. Le champ électrique, comme on peut l'exprimer en fonction de la tension, n'oubliez pas de rajouter ici dans votre cours, ce que je n'ai pas fait là, la valeur absolue divisée donc par la distance entre les deux plaques. La tension en volts, D en mètres et E en volts par mètre. Eh bien, le travail de la force s'écrira toujours Q fois UAB. Attention, Q peut être positif ou négatif. Hein. Et UAB aussi peut être positif ou négatif. Le travail de la force électrique ne dépend pas du chemin suivi. Et donc, on dit que la force électrique est une force conservative. Donc, que votre particule, elle parte de là pour aller là en passant soit par le chemin rouge, soit par le chemin bleu, eh bien, le travail de la force sera exactement le même. Alors, l'application de ce système, on le retrouve dans les accélérateurs de particules. D'après le théorème de l'énergie cinétique, eh bien, pour que la vitesse augmente, le travail de la force électrique doit être positif, puisqu'on a, je vous rappelle, théorème de l'énergie cinétique, c'est variation d'énergie cinétique est égale au travail de la force. Or, variation d'énergie cinétique, c'est énergie finale
moins énergie cinétique initiale, et on veut l'accélérer la particule, donc on veut que sa vitesse finale soit plus importante. Donc EC final moins EC initial doit être positif, donc ça veut dire que le travail doit être positif également. Et donc le signe de la tension appliquée dépendra du signe de la particule, puisque ça, on veut que ce soit positif. Alors, voici un accélérateur linéaire de particules. En fait, c'est une succession en gros de condensateurs plans, si vous voulez, et donc entre deux plaques. Et puis, lorsque la particule arrive avec une certaine vitesse, eh bien, on fait en sorte que la force qu'elle subit la dirige de l'autre en point de sortie avec une accélération. Et voici ce qui se passe. En fait, donc les petits points rouges représentent la particule. Donc, effectivement, ici, par exemple, elle se déplace comme ceci. Admettons que ce soit une particule chargée positivement. Eh bien, F égale QE, donc F et E sont dans le même sens et collinéaires. Or, E est toujours dirigé de la plaque plus vers la plaque moins. C'est pour cela qu'on alterne, parce que une fois qu'elle se dirige là, si elle était plus, pour arriver ici alors qu'elle est moins, elle va reculer dans ce cas. Donc voici l'alternance pour qu'effectivement elle accélère tout le temps. On part toujours du plus vers le moins, à nouveau du plus vers le moins, etc. pour qu'à chaque fois elle gagne en vitesse. Voici un petit peu le principe. Voilà, c'est terminé. Je sais que le formalisme mathématique vous rebute un petit peu, mais vous allez voir, on va s'habituer à écrire des coordonnées, et après c'est un petit peu toujours la même chose. Surtout la méthode, il faut que vous la preniez par cœur. On écrit toujours système référentiel, bilan des forces, seconde loi Newton, puis on passe aux coordonnées de l'accélération, puis en primitivant les coordonnées du vecteur vitesse, puis en primitivant les coordonnées du vecteur position, puis l'équation de la trajectoire. Et à partir de ça, eh bien, il va falloir exploiter, selon les exercices par rapport aux questions, eh bien, exploiter différentes situations en fonction de la position X, trouver la position Y, etc. etc. Donc, mais la méthode initiale est toujours la même, et ça, il faut que vous vraiment que vous l'accapariez. Voilà. N'hésitez pas à bien écrire toutes vos questions, et on en reparle au prochain cours. À bientôt!